Rebonjour tout le monde et bienvenue. Mesdames et messieurs, chers invités, bienvenue à cette soirée d'exception où nous célébrons le talent, la passion et l'engagement des pharmaciennes qui brillent dans des domaines variés. La cérémonie Pharmacien incroyable talent en est à sa 12e édition. C'est une occasion unique de mettre en lumière des parcours inspirants qui illustrent la richesse des compétences et des passions des pharmaciens marocains. Ce soir, nous honorons 4 femmes exceptionnelles qui se sont distinguées dans des domaines qui vont bien au-delà des limites de la pharmacie. Notre jury est également composé de 2 pharmaciens incroyables talents. Dr Hassan Benjeloun, réalisateur de cinéma, et Dr Raja Chbeni, naturopathe, aromathérapeute et phytothérapeute. J'appelle le jury à nous rejoindre. Vous êtes déjà là. Et on les applaudit. On les applaudit. Et maintenant, je vais appeler nos incroyables talents, nos incroyables femmes qui sont présentes ici. Je vais demander à Dr Nusrat Ali de nous rejoindre. Et vous applaudissez. Bien applaudir. Dr Nusrat Ali est une femme exceptionnelle qui a consacré sa vie à défendre les droits des femmes et à promouvoir une société plus juste et égalitaire. Dr Nusrat Ali est présidente du think tank Awal Khadija et a également servi en tant qu'ancienne ministre du développement social, de la famille et de la solidarité. Son parcours incarne un engagement profond pour la solidarité et l'émancipation des femmes. J'invite notre 2e candidate, incroyable talent, Dr Mariam Tezi, que vous applaudissez fermement. Dr Mariam Tezi est une véritable artiste dans l'âme. En tant que designer de mode et créatrice de la marque Minisa, Dr Mariam Tezi marie l'élégance, l'originalité dans ses créations. Elle est également organisatrice d'événements de tango au Maroc, un art qu'elle promeut avec passion. Un
un art qu'elle promeut avec passion, reliant ainsi la culture, la danse et la mode. J'appelle notre troisième candidate, incroyable talent, Dr Raja Bouali. Dr Raja Bouali est une femme visionnaire. Une femme qui, en 2019, a fondé le club de Great Debaters SMPC à la faculté de médecine et de pharmacie. Dr Raja Bouali a su créer un espace d'échange et de débat qui inspire les étudiants et renforce leur capacité à s'exprimer avec éloquence et assurance. Ce club est aujourd'hui affilié à l'organisation nationale de Great Debaters Morocco, preuve de son impact remarquable. Et maintenant, j'invite la régie. Alors, excusez-moi, il y a une quatrième femme, tout à fait. Malheureusement, elle n'a pas pu être parmi nous, mais je vais parler d'elle, effectivement. Alors, notre quatrième candidate, incroyable talent, est également une femme. Elle s'appelle Dr Mounia Lajrari. Elle n'a pas pu être parmi nous, elle s'en excuse, mais je vais tout de même vous la présenter. Notre troisième lauréate, en fait c'est la quatrième, c'est une écrivaine accomplie, dont les œuvres captivantes touchent les cœurs et enrichissent les esprits. Dr Mounia Lajrari illustre à merveille la capacité des pharmaciens à exceller également dans les arts et les lettres. J'aimerais que vous l'applaudissiez très fort. Et maintenant, je vais inviter la régie à nous projeter les films de ces incroyables talents. Bonjour, c'est Dr Raja Bouali, je suis pharmacienne basée à Casablanca et je vais vous en parler aujourd'hui d'une expérience qui est assez particulière, qui a duré 6 ans. Depuis 2019 jusqu'à 2024, il y avait un focus sur l'engagement social, mais qui était sur 3 niveaux. De 1, le local, puis le national et puis l'international. Au niveau local, j'ai commencé par la fondation du club de Great Debaters à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, qui est affiliée à l'organisation nationale de Great Debaters Morocco. Et la chose la plus spéciale qui est arrivée, c'est que durant mes années de présidence, on a remporté 6 trophées depuis les championnats qui sont arrivés au niveau national au Maroc. Et il y avait aussi un renforcement de capacité de plus de 200 étudiants en médecine, en pharmacie et aussi en dentaire. Généralement, les étudiants qui sont devenus membres ont vu un progrès qui est assez important depuis leur capacité en matière de prise de parole en public, une manière de présenter, de débattre, d'argumenter et bien sûr d'améliorer leur critical thinking. Au niveau national, j'ai délivré plus de 100 heures de formation à plus de 25 organisations non gouvernementales au Maroc pour une population cible qui est âgée depuis 13 ans jusqu'à 40 ans sur les soft skills. Donc c'était des programmes où j'ai participé, mais en fait c'est l'unique focus, c'est le développement des jeunes et leur capacité en matière de leadership, en matière de networking, de résolution des conflits, etc. Au niveau international, mon parcours a débuté avec la Fédération internationale des étudiants en pharmacie. Donc j'ai pu tout d'abord être la voix des étudiants au Maroc, à l'international et représenter notre pays au niveau international dans des congrès,
et des événements qui sont vraiment officiels. Puis, j'ai enseigné à la fédération en tant que présidente de la région méditerranéenne ENRO. Donc, à travers ce poste, j'ai pu représenter plus de 500 000 étudiants en pharmacie à travers le monde qui viennent de plus de 100 nationalités dans les événements officiels de l'Organisation mondiale de la santé. C'était à Genève, en Égypte et spécifiquement, c'était 76 World Health Assembly, le 161 WHO Executive Board et le 68 WHO Indoor Reception Committee. J'ai pu assurer aussi le développement de nouveaux programmes qui sont exclusifs en matière de renforcement des capacités qui sont personnelles, donc dans le côté du leadership et la gestion des projets en général, et aussi comment organiser des événements qui sont en relation avec la santé publique pour la promouvoir pour la population générale suivant la région où on est. Parmi ces programmes, c'était SkillUp. C'était aussi la première simulation de l'Assemblée générale de l'OMS qui était faite au niveau régional en collaboration avec l'OMS et en collaboration avec la Fédération internationale des étudiants en médecine, l'IFMSA. Il y avait un côté qui était super important aussi, c'est le plaidoyer. Donc j'ai eu l'opportunité de travailler avec plusieurs étudiants en pharmacie internationale pour vraiment adresser des déclarations et des papiers de résolution à travers l'OMS où on mettait des solutions qui œuvraient pour le développement de la santé publique dans plusieurs gouvernements. Finalement, après toutes ces actions, j'ai reçu le prix Diana, qui est une reconnaissance royale de la part du prince Harry et du prince William de l'Angleterre, des personnes qui sont les plus impactantes dans le monde. Et je pense que ce prix est très encourageant pour continuer dans un contexte qui est plus mature, le renforcement des capacités. Donc actuellement, je suis en train d'initier un projet avec la Ligue des spécialistes de la santé mentale de Mohamedia en collaboration avec le ministère de la Famille, la Solidarité, l'Égalité et le Développement social. En parallèle, je suis en train de monter mon nouveau business qui est HB International Institute et ça va se lancer très très prochainement pour la formation des professionnels de santé plus spécifiquement. Si j'ai un conseil à donner aux pharmaciens, à mes collègues, n'hésitez pas de développer votre passion, de la faire émerger à une plus grande audience qu'on la voit, pour que vous puissiez vivre épanoui sur le long terme, en parallèle avec la profession de la pharmacie. Bonjour, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Dr Mariam Tsazi, pharmacienne d'officine à Rabat. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation parce que c'est avec beaucoup d'émotion que je suis avec vous aujourd'hui et j'ai retrouvé d'ailleurs beaucoup d'amis, de connaissances et c'est très très fort pour moi d'être avec vous aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup d'émotion. Donc je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis une pharmacienne qui a viré de bord. Je pense que certains sont passés par là, donc je vais vous raconter en quelques mots mon parcours. Alors en 2011, un drame familial m'a fait revenir dans ma ville natale, qui est Meknès, et j'ai replongé là dans le milieu du textile, où j'ai été bercée toute mon enfance. Et petit à petit, le monde du textile est devenu pour moi comme une évidence de ce que je voulais faire dans la vie. J'ai commencé à délaisser un petit peu mon officine et les patients me disaient Madame Tsazi, donc là je me suis dit non, ça ne fait plus. J'ai décidé de vendre mon officine, de démarrer mes études de stylisme, modélisme et de travailler dans le monde du textile, de créer une marque de prêt-à-porter féminin. D'ailleurs, je porte une de mes créations aujourd'hui pour vous montrer un petit peu ce que je fais. Et voilà, donc très épanouie dans ce que je fais. Pas de regrets, un petit peu quand même d'avoir laissé l'officine parce que j'adorais le contact justement avec les patients. Moi j'étais toujours au comptoir et je trouvais que nous avons pour cela, mis à part le côté gestionnaire que je n'aimais pas du tout,
mais nous avons un beau métier et ça, il ne faut pas l'oublier. Par la suite, j'ai retrouvé beaucoup de patients à moi qui me disaient tout ce que je leur avais apporté en tant que pharmacienne. Là encore, je suis très émue. Ça, il ne faut pas l'oublier. Franchement, nous avons un rôle juste exceptionnel. Vous le savez, je le sais, et nos patients le savent. J'ai été installer ma fille à Buenos Aires, en Argentine, pour ses études. Et là, j'ai découvert le tango argentin dans la rue. Ça a été, pour moi, pas un coup de foudre, ça a été une révélation. Je me suis dit tout de suite, il faut que je fasse des cours, il faut que je danse le tango, il faut que je découvre cette danse. Donc j'ai été m'inscrire, j'ai fait quelques cours, etc. Et pour moi, c'était une évidence. Cette danse est tellement... En fait, c'est une danse, au départ, que j'ai trouvée très belle, passionnée, sensuelle, magnifique. Et petit à petit, à force de pratiquer, je me suis rendu compte, en fait, que c'était... qu'elle m'a permis d'être mieux connectée à moi, plus connectée à l'autre, à l'écoute de l'autre. Et là, j'ai découvert vraiment une danse profonde, intellectuellement parlant, sensuellement parlant, sensitivement parlant. Et j'ai décidé d'approfondir ma pratique du tango. Donc j'ai appris avec des très grands professionnels du tango et je les en remercie. J'ai eu la chance de connaître de très très grands danseurs à travers le monde parce que vu qu'il y a une crise en Argentine, tous les danseurs viennent en Europe. Donc pour nous, il a été beaucoup plus facile de les rencontrer, de pratiquer avec eux, de les inviter au Maroc. Et d'ailleurs, ils adorent le Maroc. Qui n'aime pas le Maroc? J'ai dansé partout dans le monde le tango argentin. À chaque fois que je voyageais quelque part, je prenais mes chaussures de tango parce que oui, il faut acheter des chaussures de tango. Donc avec mes petites chaussures de tango, j'allais danser en milonga, qui sont des soirées de tango argentin. Et tout le monde me posait la question d'où vous venez, parce que quand on danse avec quelqu'un, c'est un inconnu qui nous regarde de l'autre coin de la salle et qui nous fait un cabeceo, c'est un signe de la tête. Donc, quand on a envie de danser avec ce monsieur, nous acquiesçons. Et à ce moment-là, il vient nous chercher pour nous emmener sur la piste. C'est tout un art, le tango. Et quand on n'a pas envie de danser avec ce monsieur parce qu'on a mal au pied, parce que pour une autre raison, il suffit de détourner comme ça le regard et il va s'adresser à une autre dame. Donc le tango est très subtil, il est plein de codes. Et j'ai aimé cette découverte progressive de toute la philosophie du tango. Encore une fois, je dis que c'est plus qu'une danse et c'est une thérapie, c'est une philosophie, c'est un ressenti. Voilà, donc j'aimerais vous la faire découvrir. J'ai eu la chance de pouvoir danser le tango partout dans le monde. J'ai dansé en Europe, bien sûr, dans tous les pays d'Europe, en Argentine, au Chili. J'ai dansé au bout du monde, à Ushuaia, en Argentine. J'ai dansé au Japon. J'ai dansé à Bakou, en Azerbaïdjan. Et très fière d'être danseuse de tango marocaine. Donc, pendant les milongas, donc les soirées de danse, les gens se présentent et on me demande d'où je viens. Je dis du Maroc. Et là, les gens me disent, mais il y a du tango au Maroc. Nous, on veut venir, on adore le Maroc. Et on veut venir danser le tango au Maroc. Donc de là a émergé une idée qui est de développer en fait la destination Maroc pour le tango argentin. Mon idée de Tango to Morocco est de faire découvrir notre magnifique pays à travers le tango argentin.
Donc l'idée c'est d'inviter tous les danseurs de tango argentin du monde entier à venir découvrir le Maroc et à danser le tango dans des endroits insolites. J'ai fait danser le tango, bien sûr, dans les riades, dans le dessert d'Agafay. J'essaye de trouver les endroits insolites. Chose très très importante et j'en suis très fière. J'ai fait danser le tango argentin dans la place la plus emblématique du Maroc, qui est, vous le savez tous, la place Jamaïcaine. Alors, je connais mon pays, je sais comment ça marche, je sais qu'il faut avoir les autorisations. J'ai fait tout ce qu'il fallait et j'ai eu cette autorisation pour pouvoir danser le tango argentin dans la rue, parce que moi, j'ai appris à danser dans la rue à Buenos Aires et je veux donner l'image de mon Maroc. Mon Maroc, c'est le Maroc que j'aime, est un Maroc libre, un Maroc ouvert, un Maroc pluriel. Et cette vidéo, qui est sur YouTube, d'ailleurs vous pouvez aller chercher, a fait le tour du monde parce que nous sommes le premier pays arabe à avoir dansé dans la rue le tango argentin. Grosse finesse, au milieu de tout le monde, les charmeurs de serpents, les petits singes, etc. C'était un moment vraiment mémorable. D'autres pays arabes s'y sont mis ensuite, notamment la Tunisie, le Liban, mais nous sommes le premier pays arabe à avoir dansé le tango argentin dans la rue, et pas n'importe quelle rue, encore une fois, à place Jamaïcaine. Pour développer le tango au Maroc et faire connaître le tango marocain, j'ai créé une association avec des amis tangueros et tangueras, c'est comme ça que s'appelle la communauté de danseurs de tango, qui s'appelle l'Association marocaine de tango argentin, où nous louons des salles de façon à apprendre le tango aux Marocains. Nous sommes extrêmement surpris de l'accueil des gens pour le tango, tout âge confondu. Honnêtement, il y a des jeunes ou moins jeunes. Les Marocains sont des gens super smart, personne ne dira le contraire, très ouverts, très curieux de tout. Et j'adore cette dynamique justement de transmettre cette passion. Et nous avons une communauté grandissante et j'en suis très très fière. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de tango arabes. Abdelwahab a chanté du tango, Fayrouz, Farid Al-Atrash, et j'en passe. C'est aussi dans notre culture. Et nous avons le rythme dans la peau, tout le monde le sait. Donc franchement, il ne faut pas se mettre de barrière parce que beaucoup de gens me disent je trouve ça compliqué, je dois avoir un partenaire, etc. Je trouve que le tango d'abord apprend le lâcher prise, apprend l'écoute de l'autre, l'écoute de soi. C'est une très très bonne école pour améliorer tout simplement, comment dire, pas sa qualité de vie, mais
son fort intérieur. J'aimerais ajouter le témoignage d'une de mes élèves qui est venue un jour me remercier. Mariam, merci. Donc je lui dis écoute, avec plaisir, à la semaine prochaine. Et elle me dit non. Quand je te dis merci, c'est merci. Parce que grâce à toi, j'ai sauvé mon couple. Waouh! Donc là, c'était assez surprenant. Et puis elle me dit, écoute, c'est simple, c'est que j'ai un boulot de dingue, mon mari aussi, comme tu sais. On a 2 gamins à la maison, 2 garçons qui demandent beaucoup d'attention. Et quand on rentre à la maison, on est focus sur eux, tout simplement. Et le seul moment où nous posions nos téléphones et nous étions l'un pour l'autre, totalement, c'est l'heure de tango que tu nous accordes. Et petit à petit, ils ont, été reconnectés, alors que les choses de la vie les ont séparés. Et donc, elle a retrouvé son mari, elle a retrouvé sa femme. Et j'étais super contente et super émue de ce témoignage. Mais c'est encore une des vertus miracles du tango. Alors là, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui est au stade embryonnaire, mais que je suis en train de développer. C'est la tangothérapie. Donc là, je prends ma casquette de pharmacienne, ma casquette de tanguera, et j'en fais un petit mélange. Et je me suis rendu compte que le tango, est très très bénéfique chez certains patients, notamment les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. J'en parle avec beaucoup d'émotion parce que ma maman en est atteinte. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la pratique régulière du tango permet de retrouver des notions très simples qu'ont perdu ces patients, comme un pas en avant, un pas à droite, un pas à gauche, un demi-tour, un pas en arrière. Des choses très très simples. Attrape-moi la main, attrape-moi l'épaule. Voilà, donc je pense que, mais bien sûr, c'est pas un cours de tango, c'est vraiment une pratique régulière. Et j'aimerais développer ce concept justement dans les centres et dans les maisons de retraite. En fait, essayer de développer un petit peu ça au Maroc. Je trouve que c'est une thérapie douce et très bénéfique. Je vais finir ce message par une invitation. Une invitation à vous tous. Donc, c'est une invitation ouverte. Et au début, donc vous ne pouvez pas vous deviner. Alors, chers consoeurs, chers confrères, je vous invite à faire vos premiers pas de tango argentin avec moi et vous initier à cette danse et à cet art. Et j'espère que vous adhérerez comme moi. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. Au revoir. Je suis Mounia Harari, pharmacienne, docteur en pharmacie, diplômée de la faculté de Nantes en France. Voilà, j'exerce mon métier depuis pas mal d'années à Casablanca. Et il m'est venu comme ça l'idée d'écrire. J'aime bien écrire. Ça s'est concrétisé par un livre de la vie de tous les jours, mais exprimé par des poèmes. Des poèmes, c'est-à-dire le style est très moderne. Et ce sont des textes qui rapportent le quotidien avec un effet de rime. Donc voilà, il y a de tout. Il y a de tout sur la vie de tous les jours. J'ai des textes gourmands, j'ai des textes qui sont sur
sur la morale, sur le dessin, la voyance, le dressing, l'habillement, la mode. Enfin, il y a vraiment de tout. C'est très agréable, il y a dans les idées. C'est venu comme ça, j'ai écrit un texte et je l'ai écrit sur pas mal d'années parce qu'il me fallait du temps pour le corriger. Quand je relisais tout d'un trait, juste après la correction, tout paraissait bien. Quand j'attendais à peu près 2 mois, il y a plein d'améliorations des photos. La sortie du livre, c'est faite par Internet. Je les ai contactés par Internet. Il y a une cousine lointaine qui m'a donné des coordonnées de maisons d'édition parce qu'elle avait déjà publié des poèmes. Donc, ça se fait comme ça. On les a contactés et ils ont répondu favorablement. C'est la maison d'édition Spinel, en France. Donc, en France, il est disponible dans les principales FNAC. Et ici, on peut le procurer par Internet, en le commandant sur le site de Préface, par exemple. Je leur conseillerais de suivre leur instant et de s'occuper agréablement à côté de la pharmacie, en fonction de leur inspiration. La compréhension est dans l'air, quand l'esprit courant vert. La compréhension est dans l'air, quand cet esprit bien ouvert nourrit parce qu'il tolère. Il est apte à chasser le sectaire par des mouvements solidaires qui ont l'empathie comme repère. Le naturel second ce qu'il confère, s'ajoute la maturité que l'on acquiert parce qu'on fait et ce qu'on doit faire. Retenant qu'avoir un esprit ouvert aux idées courantes et étrangères, c'est une grandeur qui rend bien fier. L'argent embellit la vie. Le bonheur lui lance des défis. Le résultat n'est pas garanti. On court tous après son confort. On convoite toujours son réconfort. Mais le cœur des fois l'ignore, en dépit de ce qui crée au restaure. Son emprise soutient la volonté. Sa bonne gestion s'impose à la félicité. Et son obsession doit juste rebuter. Le tout est de savoir s'adapter au bonheur émanant de sa quantité. L'argent fait tourner les heures. Sans taux ne décuple pas le bonheur. Je l'ai publié en 2024. Mais j'ai dû l'écrire en 2013-2014. Mais je ne comptais pas le publier en fait. C'était juste un travail pour moi au début. Mais puis un jour, je me suis dit pourquoi ne pas essayer. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de cet honneur que me fait Officine Expo et son fondateur, Sylvain Yayachi, pour m'avoir accordé ce prix, ainsi que bien sûr les membres du jury. Et c'est un grand bonheur pour moi de me retrouver avec des pharmaciens et des pharmaciennes, des confrères et consoeurs qui partagent avec moi cet amour de la profession de pharmacien, qui est une profession formidable, profondément humaine et sociale. Et voilà, donc je suis très honorée. Alors pour mon parcours, j'ai fait mes études de pharmacie à Montpellier et il se trouve qu'à côté de cette profession scientifique, j'ai eu tout un parcours, une université parallèle qui était une université de la citoyenneté à travers l'Union nationale des étudiants du Maroc. Et donc, si vous voulez, c'est armé de ces deux, je ne vais pas dire diplômes, mais enfin le diplôme de pharmacien et l'engagement politique. J'ai commencé ma profession, l'exercice de ma profession au Maroc, à travers l'industrie pharmaceutique au sein de la Profond. Mais je rends hommage à feu Abdelrahim Bounis, qui était fondateur de la Profond, et également à Khalid Bounis, l'actuel dirigeant. Et également, après cette expérience, j'ai été dans le monde rural pour créer ma première pharmacie à Dirigir, parce que je voulais absolument que ma première expérience professionnelle se fasse en dehors des grandes villes pour connaître la profondeur de la réalité des Marocaines et des Marocains. Donc il y avait toujours présent ces deux aspects. Et également parallèlement, il se trouve que j'ai participé à la Marche verte en 1975. Donc par la suite, toute ma vie professionnelle, pendant une trentaine d'années, 30 à 35 ans où j'exerçais ma profession, c'était mon unique gagne-pain, mais c'était aussi un moment d'exercer et ma profession et en même temps d'avoir une action sociale, parce que la profession de pharmacien est une profession de proximité. Comme je l'ai si souvent dit, on s'adresse à un expert en médicaments facilement, sans rendez-vous, en rentrant, en poussant la porte et en rentrant. Et c'était pour moi des moments d'échange et aussi d'assistance
dans d'autres domaines sociaux, des personnes qui me rendaient visite. Et ensuite, j'ai commencé à être candidate aux élections, puisque c'était la reprise du processus démocratique en 1976, après l'état d'exception qu'avait connu le Maroc. Et là, je me suis présentée aux élections une première fois en 1976, sans être élue, une deuxième fois en 1977, aux élections législatives où j'étais la seule candidate femme à Casablanca. Ensuite, j'ai eu une série de candidatures. Il a fallu que j'ai 7 candidatures aux élections et 21 années de campagne électorale pour pouvoir être élu municipal à Casablanca en 1997 parmi 0,3% de femmes qui étaient élues. Mais parallèlement à ce trajet, parce que je voyais que les portes de la politique étaient complètement fermées aux femmes, et également je me suis dit peut-être que je peux exercer cette volonté d'engagement et de leadership que je ressentais fortement en moi. Je l'ai exercé au sein de la profession en devenant présidente du syndicat des pharmaciens de Casablanca. Je rends hommage à cette expérience qui était très enrichissante pour moi. Mais également, ensuite, j'ai été présidente de la Fédération nationale des syndicats des pharmaciens du Maroc. Donc, je suis restée, si ma mémoire ne me trompe pas, jusqu'à 97, je pense de 93 environ jusqu'à 97, où j'étais présidente de cette fédération nationale et où j'ai organisé de grands congrès de la profession. Et en même temps, disons, j'ai toujours eu une grande estime et une grande amitié pour cette profession qui, à mon avis, souffre de nombreux problèmes parce qu'elle n'est pas suffisamment reconnue dans toutes ses dimensions sociales et disons, d'accompagnement de la population. C'est vraiment, elle mérite beaucoup mieux que le traitement qu'elle peut, ou la reconnaissance, disons, dont elle peut bénéficier de la part des politiques publiques. Alors, j'ai continué mon chemin, parallèlement en étant fondatrice de l'Association démocratique des femmes du Maroc et en œuvrant en vue de la représentation politique des femmes. Parce que je voyais bien que les portes étaient fermées aux femmes. Je vous ai dit en 97, 0,3% qu'il y avait d'élus municipaux. En 93, c'était la première fois qu'il y a eu juste 2 femmes parmi 325 élus au Parlement. Et vraiment, c'était les années zéro des droits des femmes, en quelque sorte. Il aura fallu attendre le début de ce siècle, c'est-à-dire à partir de l'arrivée aussi sur le trône de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le garde, et aussi les gouvernements d'alternance qui ont permis de changer le regard, disons, sur la question des droits des femmes. Et ça a permis de mettre en œuvre un quota en faveur des femmes. Et c'est à la lumière de ce quota que j'ai été élue au Parlement en 2002, parmi 35 femmes élues à travers ce qu'on appelle la liste nationale. Ensuite, j'ai été première femme chef de groupe parlementaire. Et ça a coïncidé avec l'annonce de la réforme du Code de la famille, qui était extrêmement importante. Cette réforme du Code de la famille, qui était considérée comme une révolution tranquille, a été annoncée par Sa Majesté le roi Mohamed VI devant le Pas du tout. Non. Oui, moi je vous invite à terminer avec un micro. Pourquoi pas, ça va vous intéresser que je vous parle des choses sur lesquelles je travaille maintenant. Bon, bien, effectivement, le 10 octobre 2003 était un grand jour pour moi, c'était un jour historique, parce que c'est là que Sa Majesté le roi Mohamed VI a annoncé la réforme du Code de la famille devant le Parlement. Et j'avais toujours rêvé que ce jour-là, qui était le 10 octobre, et que j'avais symbolisé pour moi par 10 sur 10, parce que j'ai dit 10, je rêvais que ce moment-là devienne inscrit dans l'histoire du Maroc. J'avais proposé à Sa Majesté le roi d'en faire la journée nationale de la femme marocaine, et il a répondu favorablement. Bon, à ce moment-là, j'étais en poste en tant que ministre, parce que je n'ai pas continué pour dire qu'en 2007, j'ai été nommé ministre du développement social, de la famille et de la solidarité. Et j'aime bien dire en une phrase la petite
une vision un petit peu caricaturée mais réelle de la mission que j'avais, parce que j'avais la charge des droits des femmes, des droits des enfants, des droits des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des exclus marginalisés. Et comme je suis un scientifique et que j'adore les maths, j'avais fait le calcul qui ça donnait 70% de la population. Et mon budget, à l'époque, ne dépassait pas 0,3% du budget de l'État. Bien sûr, j'ai un peu caricaturé parce que je ne suis pas seule en charge de toutes ces populations, mais il y avait la mission de coordonner les politiques publiques autour de ces questions que j'ai citées. Et donc ça m'a obligé à être en quelque sorte dans la mission de vice-premier ministre. Et comme je n'ai pas ma langue dans la poche, eh bien, en plein conseil du gouvernement, je suis dit que la mission que dans les élections de 2020, dans le mouvement de avec le gouvernement le gouvernement d'Arda, le 27 ministre pour la première fois dans l'histoire du Maroc, en tout cas, nous avons une question de carrière. C'est comment de mettre en valeur un peu dans ce période qui n'est pas
Bon, il va nous prévenir qu'il faut avoir de la famille et tout le monde se organise en fait. Nous, on est pas tous les familles. Et nous avons également enseigné des études internationales qui nous montrent que la fréquentation des familles classiques, c'est la moyenne de tout 38%, et notre vision encore. Quand j'ai aimé, je suis aimé. Je sais, on se rend compte que la construction est perdue. Nous allons prendre
notre jury par ordre crescendo. Alors, le prix, le 4e prix, a été décerné pour son excellence littéraire à Dr Rari Mounia. La régie va diffuser tout de suite sa vidéo de remerciement. Malheureusement, Rari Mounia n'est pas avec nous, mais tout de suite nous allons visionner sa vidéo de remerciement. Je ne peux malheureusement pas être là parmi vous ce soir. Je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous avez porté à mon travail. Et je me sens très flattée. Et je vous dis donc merci. En partant crescendo, le 2e prix, qui est un prix pour le leadership et l'engagement, est décerné à Dr Hajar Bourali. On applaudit très fort. Le 2e prix, qui est le prix de la créativité et l'innovation, est décerné à Dr Teddy. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut danser le tango ici dans cette salle? Le Lenzheim a tellement défendu la femme qu'on constate que cette 12e édition, il n'y a pas d'homme dans l'équipe. Effectivement, moi j'ai quelque chose à demander aux pharmaciens et aux pharmaciennes, s'il vous plaît, c'est de féminiser un petit peu le langage. Depuis tout à l'heure, je souffre de vous entendre dire le médecin, le pharmacien, le patient, alors que la moitié de vos patients sont des femmes qui ont des problèmes différents, souvent des problèmes des hommes.
Et les pharmaciennes et les pharmaciens, c'est une reconnaissance de la diversité de la profession. Alors aujourd'hui, il y a 4 prix féminins, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait 2 masculins et féminins. Et donc chaque fois, il y en aura certainement beaucoup plus de choses. Le photographe me dit que Dr Chiesi n'a pas encore pris la photo. Vous n'avez pas pris la photo? Oui, en fait, vous l'avez pas faite. Et maintenant, le premier prix, un prix spécial, un prix où on a voulu rendre hommage pour son engagement, pour l'égalité et la solidarité. On a voulu rendre hommage à Dr Misra Skoli. Donc le premier prix est décerné à Dr Misra Skoli. Mesdames et messieurs, merci pour votre présence ce soir. Merci également à nos lauréates pour leur contribution remarquable et inspirante. Vous êtes une source de fierté pour notre communauté. Et que cette soirée nous rappelle que chaque talent, chaque passion, chaque engagement a le pouvoir de changer des vies et de construire un monde meilleur. Merci et à l'année prochaine pour une nouvelle édition de Pharmaciens Incroyable Talent. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, une petite minute avant de partir. D'abord, c'est un très beau moment et il y a beaucoup de gens qui me sont chers que je revois aujourd'hui. Je voulais surtout, vraiment dire un très très grand merci. En fait, vous avez assisté à une conférence qui a duré 1 heure, qui est magnifique. On a passé un très bon moment. Mais je pense qu'on n'imagine pas le travail phénoménal, je dis bien phénoménal, qu'il y a derrière. Il y a toute une équipe, il y a une merveilleuse maîtresse de cérémonie, Amina Tahiri, que tout le monde connaît. J'aimerais qu'on la remercie et qu'on l'applaudisse encore une fois très très fort. Et il y a toute une équipe organisatrice derrière, des gens qui viennent, des caméramans, des monteurs, des gens qui se déplacent, vraiment, qui sont très disponibles et qui font un travail remarquable. Et c'est aussi grâce à eux, surtout grâce à eux, que vous avez eu ce magnifique rendu. Bravo en tout cas, et merci à vous. Merci.